Donc, bienvenue à tous, bienvenue à la cinquième session des rencontres culturelles organisées par l'ambassade de France au Kazakhstan en partenariat avec l'Alliance française de Nour-Sultan. Ce sont des rencontres qui sont diffusées largement en partenariat avec les alliances françaises et les ambassades de France en Asie centrale, l'ambassade de France à Bichkek, l'ambassade de France à Douchanbé également, l'ambassade de France à Tachkent en Ouzbékistan et le réseau des alliances françaises parmi lesquels l'Alliance française d'Almaty, de Chimkent, de Karaganda, de Bichkek et de Tachkent, que je remercie ce soir. Je suis très heureux d'accueillir pour cette cinquième session des rencontres culturelles Maxime Pascal. Maxime Pascal qui est chef d'orchestre et cofondateur de l'ensemble Le Balcon, dont il va nous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, bonsoir Maxime. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir vous parler un peu à tous là en français. Nous sommes très heureux de vous avoir également ici parmi nous. On a pu découvrir votre vidéo, vous nous souhaitiez à tous la bienvenue en russe, de ce qui était, je pense, assez apprécié par les apprenants. Alors Maxime, vous avez appris le piano et le violon tout d'abord, avant d'être admis en 2008 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En 2008, vous avez fondé l'ensemble Le Balcon, puis, vous vous êtes produit, vous avez été invité dans différentes institutions françaises et étrangères, notamment l'Opéra Bastille et la Philharmonie à Paris. Vous avez dirigé également des différents orchestres dans le monde, à Salzbourg. Vous avez été invité dans des festivals en France, dans le monde, en Australie notamment. Et en 2014, vous étiez le premier Français à recevoir le Nestlé and Salzburg Festival Young Conductor Award, qui est un prix, une récompense pour les chefs d'orchestre, les jeunes chefs d'orchestre. Donc, euh, donc, tout d'abord, une question. Est-ce que vous voulez bien couper vos micros pendant la rencontre, le temps d'enregistrer? Donc tout d'abord, une première question, Maxime Pascal. Comment vous vous êtes orienté vers la musique classique? C'était déjà un choix dès l'enfance? Alors, il se trouve que j'ai commencé très tôt, même on pourrait dire avant de naître, puisque mes deux parents sont musiciens. Mon père est tromboniste, hein. Lui il joue du trombone à coulisses et il est tromboniste de jazz. Et ma mère est professeure de piano et pianiste. Et donc, j'ai entendu la musique déjà très tôt avant de naître, puis quand j'étais tout bébé. Et j'ai eu la chance de pouvoir démarrer les instruments assez tôt. Donc, j'ai démarré le piano quand j'avais 5 ans, puis le violon quand j'avais 7 ans. Donc, en fait, j'ai toujours fait de la musique, euh, pas par choix, mais par, je ne sais pas comment dire, parce que c'était déjà dans mon environnement de toute première enfance, quoi. Donc, j'ai commencé très tôt. Elle a toujours été présente dans ma vie, j'en ai toujours fait. Mais j'ai décidé assez tard, finalement, d'en faire de manière professionnelle. Puisqu'il faut savoir qu'en général, les musiciens, c'est-à-dire donc les instrumentistes, les chanteurs, les danseurs, sont mis très tôt en formation professionnelle, c'est-à-dire que ils commencent enfants à pratiquer leur art, ils pratiquent vraiment beaucoup, de manière très intense dès qu'ils sont dans les structures comme les conservatoires notamment. Et ils décident, enfin en tout cas, ils sont, qu'ils le décident ou pas, finalement, très tôt, même un peu dès l'adolescence ou même un peu avant, ils se retrouvent dans des formations qui sont pré-professionnelles dès l'enfance, qui leur permettent plus tard de pouvoir décider ou pas de devenir musicien professionnel. Les formations, ce sont les conservatoires exclusivement? Alors, il existe plein de formations. Il n'y a pas que les conservatoires. Il y a, donc, on peut apprendre la musique dans les écoles de musique, avec les professeurs particuliers. Il y a il y a plein de manières. Il n'y a pas une seule manière d'apprendre la musique. Il y en a plein.
En revanche, les structures, en tout cas en France, comme les conservatoires, et puis c'est quand même principalement le cas un peu partout, effectivement, prévoient des cursus qui sont des cursus qui, s'ils sont suivis complètement, permettent à un musicien, quand il arrive aux alentours de 18 ans et qu'il veut décider de ce qu'il veut faire plus tard, ou un peu avant, ou en tout cas dans ces eaux-là, en tout cas, ces cursus-là lui permettent en général de pouvoir s'orienter vers ça s'il a suivi tout ce cursus-là. Donc, on peut considérer que les cursus musicaux sont dès l'enfance des cursus quasiment pré-professionnels. Donc, moi, j'ai eu un parcours. J'ai pas étudié en conservatoire très tôt. Je suis rentré au conservatoire assez tard. Moi, j'ai commencé à étudier le, le piano dans l'école de musique de ma mère, le violon aussi. Puis j'ai avancé comme ça jusqu'à l'adolescence et je suis allé au conservatoire seulement à partir de l'adolescence. Et jusqu'à mes 18 ans, j'avais pas, je faisais de la musique, mais j'avais pas une envie particulière d'en faire mon métier. Voilà. Mais c'est venu plus tard, ouais, quand j'avais 18 ans. Et justement, au conservatoire, quelle était ta formation, notamment au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris? Donc moi, juste avant de rentrer au conservatoire, je faisais tout un tas de choses et mon instrument principal, c'était le violon. Donc moi, je jouais beaucoup de violon, mais j'avais déjà à ce moment-là l'envie de diriger les orchestres. J'avais envie d'exercer la direction d'orchestre. Et donc, je suis rentré à ce moment-là au Conservatoire de Paris. J'ai fait pas mal de choses là-bas, mais je suis rentré dans ce qu'on appelle les départements d'érudition. Donc ça, ce sont des classes spécifiquement françaises. Il y a une grande tradition française de ces classes. Et donc, ce sont les classes d'écriture musicale, d'analyse musicale, d'orchestration. J'ai aussi fait la direction au conservatoire. Et en fait, les classes d'harmonie, d'écriture, d'orchestration, tout ça, ce sont des classes qui sont des classes qu'on appelle théoriques. C'est la théorie de la musique poussée à son degré le plus extrême. Et donc, ce sont des classes dans lesquelles on apprend, par exemple dans les classes d'écriture, à écrire dans le style des compositeurs. On apprend à écrire dans le style de Debussy, dans le style de Mozart, dans le style de Ravel, dans le style de Brahms, et même des styles plus tardifs comme Olivier Messiaen, Bartók, Stravinsky, ou des styles plus anciens comme les compositeurs de la Renaissance. Et en fait, on apprend à écrire la musique dans ces classes-là. C'est exactement la même chose que les formations d'art visuel ou de peinture où on apprend à peindre comme les grands maîtres de la peinture, des arts visuels. Donc ça, c'est exactement ce type de formation-là que j'ai reçu. Dans les classes d'analyse, voilà, il y a toute une étude très très profonde du langage musical. Voilà, on apprend à analyser très techniquement et très profondément les œuvres. Et donc moi, j'ai fait surtout ça au conservatoire. Donc moi, je suis issu du monde théorique. Puisque j'ai finalement arrêté le violon assez tôt pour faire tout ce cursus-là, toutes ces classes-là, parallèlement comment dire, mon développement de chef d'orchestre, puisque ça, c'est quelque chose qui se fait un peu dans les classes, mais pas vraiment. La direction d'orchestre, ça s'apprend plutôt en pratiquant sur le tas, en faisant des concerts, en répétant avec les musiciens. Ça s'apprend plus comme ça que dans une classe de direction, même si bon, j'ai fait une classe de direction. Mais voilà, donc je suis plutôt issu du monde théorique, c'est-à-dire le monde de l'étude du langage musical, de la connaissance de la musique sur le plan théorique. Et voilà, c'est Est-ce ça que mon. justement, en France, c'est plutôt considéré comme la voie royale pour devenir chef d'orchestre aujourd'hui, d'être Le conservatoire? d'être formé au département de l'érudition et à la direction? Non, je dirais qu'il n'y a pas de voie royale pour la direction d'orchestre. Alors, en général, pour ce qui concerne la formation des chefs d'orchestre, donc il y a des classes de direction d'orchestre, mais comme je le disais, ça s'apprend plus que ça ne s'enseigne. C'est-à-dire Mhm. que l'enseignement joue un rôle important
dans l'étude et l'apprentissage de la direction d'orchestre. Mais ce qui compte le plus, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire quelque chose qu'on réalise soi-même au contact des instrumentistes, au contact des orchestres, au contact des chanteurs, au contact du public. C'est-à-dire que l'expérience du concert avec l'ensemble des musiciens et le public nous permet d'apprendre des choses, de nous construire. C'est ça qui nous sculpte en tant que chef d'orchestre. Donc, il n'y a pas vraiment de voie royale. Et après, pour devenir chef d'orchestre de manière professionnelle, en général, on a plusieurs manières. Soit on devient, après ses études, assistant, ce qu'on appelle assistant chef d'orchestre, auprès d'un chef d'orchestre beaucoup plus reconnu, beaucoup plus affirmé, dans une maison d'opéra ou avec un orchestre symphonique. Et donc là, ça nous permet d'apprendre petit à petit le répertoire, de commencer à découvrir le métier. Et ensuite, suite à ça, on démarre nos expériences. Donc ça, c'est la première manière. L'autre manière, c'est de créer son propre orchestre. Ça, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai jamais été assistant, mais j'ai créé mon propre orchestre, le Balcon, dont on va sûrement parler après. Et donc ça, c'est la deuxième manière de créer son orchestre. On se construit et on se fait connaître et on développe son parcours, son chemin artistique de cette manière-là. Et la troisième manière, c'est de gagner un concours de direction d'orchestre. Donc, il y a tout un tas de concours internationaux de direction d'orchestre dans le monde entier qui sont ouverts aux jeunes chefs d'orchestre et qui sont des concours qui, quand on gagne le premier prix, en général, nous permettent, en fait, on gagne des concerts, nous permettent de faire des concerts et c'est comme ça qu'on peut commencer à se faire connaître et à démarrer son activité. Donc ça, ce sont les trois moyens pour en fait, devenir chef d'orchestre. Donc on se rend compte que finalement, le fait d'avoir étudié la direction d'orchestre dans une classe, dans un conservatoire, finalement, c'est pas que c'est optionnel, mais on peut tout à fait imaginer emprunter l'une de ces trois voies sans avoir pris de cours de direction dans un conservatoire. Voilà. Et donc moi, pour ce qui me concerne, j'ai fait une classe de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris, dans la classe de François-Xavier Roth, qui est un chef très reconnu et très talentueux. Il dirige actuellement Les Siècles, un orchestre français. Tout à fait, qui dirige notamment qui a créé, qui a fondé un orchestre français sur instrument d'époque qui s'appelle Les Siècles, et qui est le chef principal de l'orchestre du Gürzenich de Cologne, donc un orchestre symphonique et aussi qui est l'orchestre de l'Opéra de Cologne. Et donc j'ai suivi cette classe de direction. J'ai créé mon propre orchestre, ma propre compagnie, le Balcon. Et comme vous l'avez mentionné, j'ai eu l'immense chance de remporter un concours de direction d'orchestre, le concours du Nestlé du festival, organisé par le Festival de Salzbourg. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir être un peu donc j'ai eu la chance de pouvoir emprunter ces voies-là qui sont les voies, disons, pour le coup, principales pour pouvoir devenir chef d'orchestre. Voilà. Justement, comment est-ce que vous avez cofondé l'ensemble Le Balcon? Comment est née cette idée? Elle est née d'abord au conservatoire, mais comment s'est articulée cette création? Alors, le Balcon, déjà pour le décrire, c'est un ensemble à géométrie variable. Alors ça, c'est un terme très français et qui décrit un groupe de musiciens comme un orchestre, mais dont l'effectif, c'est-à-dire la taille de l'orchestre, va dépendre de la pièce qu'on joue, du spectacle qu'on fait, de l'opéra qu'on joue. C'est-à-dire qu'on peut faire des concerts où on va être 15 sur scène et on va faire des concerts comme quand on joue avec le Balcon les opéras de Stockhausen où on peut être jusqu'à mobiliser 200 artistes par exemple. Donc le Balcon, c'est un ensemble à géométrie variable, c'est-à-dire que ça change tout le temps, le nombre de musiciens qu'on voit sur scène change tout le temps. Et donc, vous avez des musiciens permanents et des musiciens qui viennent ponctuellement
Disons qu'on a un noyau, effectivement, on a un noyau de musiciens qu'on augmente et qu'on organise en fonction de ce qu'on fait. Mais il n'y a pas que des musiciens dans le balcon. Ça, c'est pour ça que le balcon, c'est un orchestre, mais c'est aussi une forme de compagnie. Compagnie, c'est un terme en français qui est plus issu du monde du théâtre. Et donc, compagnie, parce que on rassemble aussi d'autres artistes que ceux qui sont ceux du monde de la musique. Donc déjà, dans l'orchestre, on a des instrumentistes, mais aussi des chanteurs et des danseurs, pour ce qui concerne la partie. Et on a aussi des comédiens, en scène, des costumiers, on a des vidéastes et surtout des ingénieurs du son, puisque on travaille beaucoup avec les dispositifs de diffusion du son, on travaille beaucoup avec les micros, les enceintes et la musique électronique. On travaille beaucoup avec les ordinateurs, les micros et les enceintes. Donc, les ingénieurs du son ont une place toute particulière de premier ordre dans l'orchestre. Donc, ça, c'était pour décrire l'orchestre Le Balcon. Et cet orchestre-là, je l'ai fondé avec plusieurs autres personnes quand j'étais étudiant au Conservatoire de Paris. Donc c'est un projet à l'origine qui est un projet d'étudiant, qui est quelque chose complètement construit et pensé, rêvé par des artistes qui sont encore en formation, qui sont encore en développement. L'idée, c'était que on avait déjà une espèce de rêve qu'on partageait qui était de créer un orchestre sonorisé. Comme je l'ai dit, un orchestre dans lequel chaque instrument, chaque voix aurait un micro, serait sonorisé et de pouvoir jouer toutes les musiques, que ce soit les musiques très classiques qu'on connaît comme Mahler, Debussy, les musiques plus anciennes comme celles de Monteverdi, mais aussi toutes les musiques beaucoup plus récentes comme celles de Pierre Boulez, Stockhausen, Gérard Griset, et la musique de tous les compositeurs vivants et avec lesquels on travaille tout le temps, à sonoriser, c'est-à-dire concevoir des dispositifs de diffusion du son qui soient particuliers afin de mettre l'auditeur à l'intérieur du son, à l'intérieur de l'œuvre, à l'intérieur du langage. Ça, c'était vraiment le rêve qu'on avait. Et aussi, on avait une espèce de volonté de voir et d'entendre les spectacles qu'on avait dans la tête, la musique qu'on avait dans les oreilles et qu'on n'arrivait pas à voir ailleurs à Paris, puisqu'on était à Paris, tous étudiants à Paris. Et c'est pas qu'il n'y a rien qui nous plaisait, il y a plein de choses qui nous plaisaient partout dans les institutions parisiennes, mais ce qu'on avait dans la tête, ça n'existait pas. Donc, on a créé cet ensemble, ce groupe, pour pouvoir entendre, voir enfin ce qu'on avait dans la tête. Voilà, c'est Les né deux de ça. premières questions des participants. Merci beaucoup, Maxime. D'abord, concernant le nom, pourquoi le balcon? Alors, le balcon, il se trouve que c'est le nom d'une pièce de théâtre d'un auteur français qui est très cher pour moi, qui est Jean Genet. Donc, Jean Genet qui a écrit cette pièce Le Balcon au début du XXe siècle, cette pièce de théâtre qui raconte l'histoire de personnages qui vont dans une maison close dans l'idée de jouer les rôles de personnalités comme le général, le juge, le chef de la police, l'évêque. Et en fait, ils jouent ces rôles-là. Et tout le balcon de Jean Genet parle de la question de la représentation. Et en fait, la question de la représentation, c'est-à-dire de comment on représente la musique, comment on représente le théâtre, comment on représente une œuvre. Ça, ce sont les questions qui sont les fondements du balcon, puisque nous, on est très, très liés au spectacle total. On fait aussi des concerts où il n'y a que de la musique, mais globalement, on est très liés à l'idée de spectacle total dans lequel voilà, on va faire intervenir tous les arts et on va questionner la manière de représenter chaque art. Et donc, c'est un hommage à Jean Genet. Et je tenais beaucoup, quand on cherchait un nom pour le balcon, à la référence littéraire, puisque la littérature, c'est une source d'influence très importante dans mon travail, peut-être plus que les autres arts, peut-être
parfois même plus que la musique. La littérature est vraiment une source d'inspiration fondamentale pour moi. Et donc, je tenais à ce qu'il y ait une référence littéraire dans le nom de cet orchestre, de cette compagnie. Et donc, l'histoire, c'est que j'étais chez moi avec les amis avec lesquels j'avais créé le balcon. On cherchait un nom et il y avait le balcon sur mon étagère. Et j'ai vu ça et je trouvais que ça sonnait magnifiquement. Et donc, il y avait aussi comme j'ai dit, tout ce lien avec cette pièce et cet auteur qui est important. Donc voilà, c'est tombé Et en sur même ça. temps, le balcon, c'est amusant parce que c'est le nom d'un endroit dans le théâtre ou dans les opéras, qui est un endroit duquel le public peut apercevoir la scène. Et c'est intéressant parce que justement, ça intègre aussi une logique très immersive du balcon, puisque notamment, j'avais pu assister à une de vos représentations où les musiciens étaient en fait parmi le public. Il y avait des musiciens sur scène et d'autres qui étaient parmi le public. Et donc, il y a cette logique aussi immersive qui se retrouve dans le nom même. Ah, tout à fait, tout à fait. En fait, le balcon évoque au théâtre, à l'opéra, un, un lieu, comme vous l'avez dit, évoque tout de suite une idée spatiale du lieu du spectacle dans lequel on retrouve et le public et les artistes. Le balcon évoque vraiment la réalité spatiale du spectacle, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très parlant aussi pour tout ce qu'on fait. Alors, j'ai deux questions qui se rejoignent. La première, c'est comment vous recrutez les musiciens de votre orchestre, enfin de l'ensemble Balcon. Et une deuxième question de Cam Bimourat, comment les artistes réussissent leur carrière dans la musique classique en France? J'imagine que c'est un environnement très compétitif qui a toujours été très attractif pour les musiciens étrangers. Je recroise les deux questions parce que justement au sein du Balcon, vous avez également un musicien qui est kazakhstanais, franco-kazakhstanais, Askar Ishangaliev. Et donc, je pense que voilà, ça peut être intéressant comme élément de réponse sur la façon dont vous recrutez un peu partout, je pense, au niveau des profils dans le monde. Et puis, sur la question je vous laisserai répondre sur la question effectivement de la compétitivité en France. Alors, sur la question du recrutement, ce qui est intéressant, c'est que au balcon, on recrute assez peu au sens, comment dire, traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'au balcon, on ne fait pas passer d'audition, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de sélection. En fait, l'histoire du recrutement au balcon, elle est assez émouvante puisque on a un jour organisé notre premier concert du balcon, qui est un concert qui a eu lieu au conservatoire. C'était un concert d'étudiants. Et donc, on a commencé à réunir, on devait réunir une vingtaine ou une trentaine de musiciens pour ce concert-là. Et donc, on avait déjà des amis au conservatoire qu'on a appelés en disant ah, tu veux venir jouer, on monte un ensemble. Et puis, il nous manquait plein de gens. Et donc, pour ce concert-là, bah, en fait, on est allé voir les gens un peu par hasard à la cafétéria du conservatoire, les gens qu'on connaissait un peu de près de loin, en disant ah, salut, on se connaît un peu, tu joues du hautbois, on monte un ensemble, on fait un concert là, c'est pas payé, on fait un premier concert d'étudiants là dans 3 semaines, est-ce que tu veux participer Les étudiants, bah, ils disent ah oui, moi je veux bien venir jouer. Enfin voilà, donc il y a un regroupement de musiciens qui s'est fait un peu de manière très amicale, très simple et je dois dire de manière, enfin complètement par hasard. En fait, finalement, il y a des gens qui se sont retrouvés là juste parce qu'on les avait croisés par hasard ce jour-là au conservatoire. Et les gens qui ont joué dans ce premier concert du balcon, bah, ce sont les mêmes qui, plus de 10 ans après, puisque ça a été créé en 2008, continuent à jouer au balcon. Ce sont les mêmes. En fait, ceux qui ont joué la première fois, bah, en fait, on a construit le balcon autour d'eux. Et donc, tous les musiciens, tous les chanteurs, tous les instrumentistes qui ensuite ont rejoint la galaxie balcon, la troupe balcon, qui ont du coup augmenté ce noyau, bah, en fait, ça s'est toujours fait par une forme de cooptation. C'est-à-dire qu'on disait, bon, bah, ah bah, tiens, là, il nous faudrait tel instrumentiste, il nous faudrait tel chanteur. Et donc, l'un des membres du groupe disait, ah bah, tiens, moi, je connais un chanteur qui est très bien, je pourrais l'appeler, c'est un ami à moi. Ou, ah oui, mais moi, je connais tel violoncelliste aussi, on va l'appeler. Et donc, ça s'est toujours fait par cooptation, par rencontre. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui,
que le balcon est devenu une formation professionnelle et que des gens comme moi, mais aussi d'autres du balcon, ont une vie professionnelle à l'extérieur du balcon, puisque moi je dirige beaucoup, comme vous l'avez dit, dans d'autres maisons un peu partout dans le monde. Et bien, je rencontre aussi des gens dans ces milieux-là que je peux aussi parfois, que je ramène au balcon, à qui je propose de venir jouer au balcon, et ça continue comme ça de s'augmenter, on continue de travailler avec de nouvelles personnes, mais c'est toujours au gré des rencontres en fait. Il n'y a jamais d'audition, il n'y a jamais d'annonce. Le balcon ne lance jamais une annonce en disant, ben voilà, on cherche tel chanteur pour tel opéra, on va faire une audition. Voilà, ça se fait toujours par une espèce de cooptation très amicale, et je dois dire que ça fait beaucoup de bien dans ce monde-là, ce monde musical, puisque ça va nous amener à la deuxième question qui était, pour repréciser, Comment les artistes réussissent leur carrière dans la musique classique en France, qui est considérée plutôt comme un environnement très compétitif? alors, sur la question de la, bon, il y a plusieurs questions en une, mais sur la question de la compétition, euh, il faut savoir que je parlais tout à l'heure des cursus des musiciens français. Il faut savoir que oui, tous les cursus artistiques dans le monde de la musique classique reposent sur l'idée de compétition. On passe des auditions très jeunes dans lesquelles on est classé. Pour rentrer au conservatoire, on passe un concours. Des concours au conservatoire de Paris, c'est des concours très difficiles où on a en général plusieurs centaines de candidats pour une petite dizaine de places, voire plus. Enfin, donc, c'est des concours d'entrée qui sont très difficiles. Il y a une grande compétition pendant les études, puisque les élèves sont toujours classés en permanence. Et il y a un concours de sortie où on est aussi classé à la sortie. Pour rentrer dans les orchestres symphoniques professionnels, on doit passer un concours aussi, un concours très difficile. Et pour jouer en soliste, c'est-à-dire les concertistes, les grands concertistes que vous connaissez, ont en général passé aussi et gagné des concours internationaux, qui sont aussi des concours très difficiles. Donc, toute la vie d'un musicien est rythmée par le concours. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très lourd. Et c'est pour ça que je suis assez heureux de pouvoir, au balcon, avoir réussi à laisser un peu de côté ce principe très présent dans le monde de la musique classique de compétition et de rechercher comment l'excellence, puisqu'en fait, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la vie d'un musicien est rythmée, surtout son cursus est rythmé par la compétition et aussi par la notion d'excellence, puisque être artiste, c'est une grande abnégation parce qu'on est au service de la musique. On est en mission pour la musique, on est au service de la musique, on est au service d'une œuvre. Et donc, on passe sa vie à devoir, notre métier, notre quotidien, c'est de pouvoir jouer la musique le mieux possible, de pouvoir jouer de son instrument, de pouvoir chanter, de pouvoir danser le mieux possible, d'être le meilleur techniquement. Et donc, à partir du moment où, en fait, l'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir tout le temps les meilleurs, juste comme ça, par principe. C'est juste que, en fait, l'art demande qu'on s'y dévoue le plus profondément et même physiquement le plus durement possible. Donc ça demande beaucoup d'abnégation et ça demande aussi donc de se dévouer à l'excellence instrumentale, à l'excellence vocale. Et donc, dans ce sens-là, ce sont les concours, ce sont les compétitions qui permettent dans le monde de la musique d'affirmer, d'imposer et d'installer l'excellence musicale. Il y a sûrement d'autres moyens, donc c'est ce que j'essaye d'explorer avec le balcon, d'autres moyens d'arriver à l'excellence artistique que de passer par la logique de la compétition. Mais voilà, c'est pas forcément évident et c'est pour ça que la compétition est autant présente parce que c'est ce qu'on a trouvé, je pense, de plus efficace pour
arriver à l'excellence artistique. Concernant la création du balcon, j'aimerais revenir sur une anecdote. J'avais découvert que la création du balcon était intimement liée au film Aladdin, le dessin animé que les participants connaissent tous. J'aimerais que vous nous racontiez un peu justement cette histoire-là. Alors, c'est une histoire très drôle, très émouvante, puisque, bon, quand même, on parle d'un dessin animé de Disney, donc voilà, que beaucoup de gens ont vu. Et en fait, Aladdin, c'est un film que j'ai vu, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'avais 5 ans. Et c'est ma première grande émotion artistique, c'est mon premier grand choc artistique, puisque je me souviens très bien de ce qui s'est passé. En fait, j'avais 5 ans, donc je suis arrivé dans la salle, le film a commencé, et pour un enfant de 5 ans, un grand écran de cinéma, c'est où qu'on veuille regarder, on peut voir que l'écran. Il n'y a que ça qui existe. Quoi qu'on veuille entendre, on n'entend que la bande originale du film qui est diffusée comme ça tout autour de soi. Et je me souviens très clairement avoir ressenti que j'étais au cœur de l'œuvre et que j'existais plus, que j'étais devenu l'œuvre, quoi. Que le dispositif immersif, le dispositif englobant m'avait fait disparaître et parce que je pouvais plus rien, avait fait disparaître mes sens dans l'idée que je pouvais plus rien voir d'autre que le film, plus rien entendre d'autre que le film. Et ça a été un grand choc pour moi. Ensuite, quand on a créé le balcon, vraiment, ce qui était au cœur de l'idée, c'était de créer une expérience sensorielle, comme je l'ai décrite un peu précédemment, qui plaçait l'auditeur au cœur du son, au cœur de l'œuvre, au cœur du langage, grâce à un dispositif immersif, grâce à un système de diffusion et de sonorisation qui puisse rapprocher vraiment physiquement le son de l'auditeur, d'avoir vraiment d'être plus au cœur du son. Peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai souhaité autant et très tôt devenir chef d'orchestre, parce que le chef d'orchestre, il est dans l'orchestre, il est vraiment au cœur du son. Et je me suis, une fois que j'ai commencé à défendre, à mener cette idée-là, je me suis souvenu de cette expérience d'Aladin et je me suis dit qu'en fait, effectivement, une des sources, une des origines de de ce rêve d'expérience comme ça immersive, une des sources, c'était celle-ci, donc l'expérience que j'avais vécue quand j'avais 5 ans, la première fois que je suis allé au cinéma voir ce film Aladdin. On a une autre question de NG. Avez-vous déjà réalisé des performances mêlant création picturale et musicale? J'en profite peut-être pour montrer un extrait de Samstags Licht de Stockhausen que vous avez réalisé à la Philharmonie de Paris. Je vais le partager, je vais partager l'ouverture en,
arrêter là parce qu'on me dit que c'est un petit peu saccadé, malheureusement, avec l'usage de Zoom. En revanche, on peut voir déjà dès l'ouverture, effectivement, la répartition des musiciens à différents endroits de la salle et pas forcément de façon classique comme on l'imagine toujours dans enfin, à l'emplacement habituel de l'orchestre, avec cette présence qui mêle des comédiens, de l'aménagement. Alors, on ne le voit pas là sur l'extrait que j'ai présenté, mais je vais réussir à le trouver, je pense. Mais il y avait également tout un jeu scénique et un jeu avec les lumières. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Maxime? Oui, alors donc là, ce que vous venez un peu de voir, c'est l'ouverture d'un opéra de Stockhausen. Alors, je vais peut-être vous raconter un peu ce que sont les opéras de Stockhausen, puisque c'est quelque chose d'assez unique et d'assez extraordinaire, puisque Stockhausen, c'est un compositeur qui est, lui, allemand, qui est né en 1928 et qui est mort en 2007. Et il a écrit un cycle de 7 opéras qui s'appelle Licht, ça veut dire lumière en allemand. Et il se trouve que c'est le plus grand cycle d'opéra jamais écrit. C'est la plus grande œuvre lyrique jamais composée. Ça dure 29 heures, donc 2 fois la tétralogie de Wagner, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un cycle d'opéras, ce sont des opéras qui sont dédiés chacun à un des jours de la semaine. Donc les opéras, il y a 7 opéras, un pour chaque jour de la semaine. Et les opéras s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche. Là, vous venez de voir l'ouverture du samedi de lumière, qui est la deuxième journée du cycle. Et ce sont des opéras dans lesquels euh, se mêlent à la fois les sons et les événements visuels. Pour répondre aussi donc en même temps à la question qui a été posée sur l'idée d'avoir créé des œuvres qui mélangeaient des œuvres visuelles et la musique. En fait, Stockhausen, lui, a composé une œuvre dans laquelle il a écrit tout ce qu'on devait entendre et tout ce qu'on devait voir. Tout est noté dans la partition, tous les mouvements, tous les effets visuels. Et donc, on travaille avec beaucoup de vidéastes, de plasticiens, de chorégraphes pour pouvoir réaliser ces œuvres-là. On le fait aussi pour d'autres répertoires. Mais voilà, on a travaillé sur ce cycle d'opéra. Et il y a un aspect complètement incroyable aussi des opéras de Stockhausen, c'est qu'en général, à l'opéra, quand vous allez à l'opéra, les personnages à l'opéra sont joués par les chanteurs. Ce sont les chanteurs qui jouent l'action. Ce sont les chanteurs qui disent et chantent le texte, ce qu'on appelle le livret à l'opéra, c'est-à-dire ce qui contient le drame, l'histoire. Et ce sont les chanteurs, les personnages. Dans les opéras de Stockhausen, ce ne sont pas juste les chanteurs, les personnages, ce sont indifféremment les chanteurs ou les danseurs ou surtout les instrumentistes. On se retrouve à avoir les instrumentistes qui normalement sont dans la fosse ou sur scène à l'orchestre. Là, ils sont sur le plateau comme des chanteurs d'opéra. Ils sont costumés, ils sont, maquillés et ils jouent par cœur pendant des rôles, pendant des heures, comme dans les opéras, comme les chanteurs. Et du coup, ça transforme l'opéra en un genre à mi-chemin entre le cirque, le théâtre musical et les expériences un peu mystiques du monde entier, puisque l'idée de Stockhausen, ça a été de réaliser une espèce de synthèse entre les différents arts du monde, des pays qu'il a visités, de réaliser une synthèse entre les différentes manières d'exprimer les cérémonies, les croyances. Et donc, il a fait une espèce de mix de plein d'éléments différents. C'est une œuvre complètement universaliste, complètement anthropologique et aussi astronomique, puisque Stockhausen est très fasciné par le cosmos, le mouvement des corps célestes. Et donc, il y a l'idée que voilà, on va écrire des cérémonies qui sont des cérémonies sonores, visuelles, qui sont des espèces ouais, à la fois d'opéra et de comédie musicale, mais qui rassemblent des éléments issus des cérémonies comme ça du monde entier. Et
dans lesquelles il écrit tout ce qu'on doit voir. Et donc, voilà, ça, c'est ce que vous venez de voir. Et au milieu, il y a Jérémy, c'est peut-être ça que vous cherchiez, la Oui, scène. les retrouver. Donc c'est un opéra qui raconte l'histoire de Lucifer, l'ange vu, et on a cette scène, voilà, où vous pouvez voir là en image. En fait, vous allez voir quand on va le lancer, il y a un orchestre qui est à la verticale et qui représente le visage de Lucifer. Et vous allez voir les instrumentistes composent le visage de Lucifer et on a un groupe d'instruments pour chaque partie du visage. Donc on a par exemple les flûtes qui vont faire la danse du sourcil droit, les clarinettes qui font la danse du sourcil gauche, les trompettes qui font les danses de la joue droite, les corps qui font la danse de la lèvre supérieure. Et tout ça, c'est écrit dans la partition. Donc peut-être qu'on peut regarder, on peut jeter un coup d'œil à ça. Effectivement, on voit le visage qui s'anime Voilà, de Lucifer. Alors, nous avons une autre question également d'une participante. Je pense que ça serait intéressant. Effectivement, là, elle nous dit, dans les performances, il y a un côté improvisé. Or là, il s'agit plutôt de quelque chose qui a été prévu par le compositeur, en l'occurrence. La question, je pense, en sous-jacente, c'est est-ce que vous faites également des performances que vous créez de toutes pièces, c'est-à-dire qui ne sont pas prévues par le compositeur, mais que vous allez écrire et créer, voilà. alors, c'est quoi la question exactement de la personne? Je veux bien la lire. Alors, dans les performances, il y a le côté improvisé. Or là, il s'agit, dans ce que vous décrivez, de quelque chose de prévu et calculé en amont. Donc, je Oui. pense que c'était pour réagir à la phrase lorsque vous disiez que vous produisez également des performances. Alors, donc, effectivement, donc, quand quand on est un artiste du monde de ce qu'on appelle la musique classique, en fait, on travaille principalement avec les partitions et donc la musique écrite. Tout ce qu'on joue, c'est écrit. Dans dans ce qu'on vient de vous montrer, ce qui est très fascinant, c'est que Stockhausen a écrit beaucoup plus de choses que ce qu'un compositeur écrit normalement. Donc, il a écrit, voilà, ce qu'on devait voir. Il a écrit les mouvements. Vous avez vu que les flûtes, pour faire bouger le sourcil droit, vont faire des mouvements comme ça. Et elles sont 7. Et donc, comme elles sont synchronisées et chorégraphiées, on voit le sourcil bouger avec les flûtes qui bougent. Donc ça, c'est ça qui est passionnant, c'est que lui a écrit tout ça. Et donc là, c'est pas improvisé, c'est pas réalisé par un metteur en scène. Et donc, on travaille globalement avec la musique écrite. Mais il est vrai qu'on travaille aussi souvent dans un domaine qui est plus éloigné de ce qu'on fait, qui est celui de l'improvisation. Et on a mené pas mal d'expériences comme ça avec le balcon autour de l'improvisation et c'est quelque chose qui est c'est très drôle parce que par exemple les musiciens de jazz sont des improvisateurs. Les musiciens les musiciens en général de musique populaire sont des improvisateurs. Les organistes qui jouent dans les églises sont des improvisateurs, mais pas les musiciens d'orchestre, pas les instrumentistes, pas les danseurs, pas les chanteurs de la musique classique. Donc ce qu'on essaie de faire aussi au balcon, c'est de faire travailler des musiciens qui sont formés pendant des années pour jouer de la musique écrite à quelque chose de complètement autre qui est d'improviser. Avec des directives, en travaillant avec des artistes qui savent faire ça. Et c'est passionnant parce que quand on sort un musicien de sa zone de confort, de ce qu'il sait faire, on repousse ses limites
Et on est en train de remettre en route l'apprentissage, la découverte, la curiosité. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient beaucoup, une chose pardon, à laquelle on tient beaucoup au balcon, qui est de stimuler comme ça le renouvellement, l'idée de se renouveler tout le temps, l'idée de se surprendre tout le temps, l'idée de toujours faire quelque chose de différent, de quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Et l'improvisation nous sert beaucoup à ça. Justement, Maxime Pascal, j'aimerais que vous nous parliez de C'est déjà le matin, un concert que vous avez réalisé avec le Balcon, l'Orchestre Impromptu et le chœur de chant de Calligramme, qui justement, selon moi, induit cette logique d'improvisation. Alors, c'est déjà le matin, c'est un spectacle qu'on a conçu pour la Philharmonie de Paris. Et alors, c'est un spectacle très particulier puisqu'on a inauguré une expérience. L'idée de ce spectacle, c'était déjà de le faire coécrire par plusieurs compositeurs. Donc, en général, quand on commande une œuvre à un compositeur, bah, il écrit l'œuvre, ensuite elle est transmise à un groupe d'interprètes qui la joue. Mais là, on a demandé à trois compositeurs euh, d'écrire une œuvre ensemble. Donc, ce qui n'arrive jamais. Donc, ces trois compositeurs ont dû travailler ensemble, trouver comment concevoir une forme ensemble, un langage dans lequel la musique de chacun pourrait s'exprimer. Et l'idée, c'était que aussi ça mélange les musiciens professionnels, en l'occurrence ceux du balcon, et les musiciens amateurs, les gens qui ont appris la musique, mais dont ça n'est pas le métier, qui en font juste pour le plaisir, et on voulait les faire participer au spectacle. Donc on avait dans le spectacle à la fois le balcon sur scène, et on avait autour du balcon des instrumentistes amateurs et des instrumentistes et des chanteurs amateurs. On avait le public qui était au sol, complètement au sol, et les musiciens se promenaient à l'intérieur, les musiciens du balcon se promenaient à l'intérieur du public, et on avait l'orchestre amateur tout autour du public, au-dessus du public, justement au balcon de la Cité de la Musique à Paris, et qui justement, comment dire, la manière de pouvoir mélanger les professionnels et les amateurs, ça a été justement de les faire improviser sur des choses simples. Par exemple, on avait l'orchestre qui devait faire des ambiances de la forêt, de la nature, et donc on avait les instruments qui faisaient les bruits de la forêt, ils avaient des appos pour faire les chants d'oiseaux, et les instruments avant soufflaient pour faire le vent, et on avait tout cet orchestre amateur qui improvisait une atmosphère naturelle comme ça, une atmosphère de forêt, une atmosphère à un moment une atmosphère d'océan, voilà. Ils improvisaient des atmosphères à l'intérieur de laquelle le balcon jouait une musique écrite. Et on avait ce mélange comme ça incroyable, ce mélange musical, ce mélange d'espace. Et c'était complètement incroyable puisque on mélangeait les instruments, on mélangeait les professionnels avec les amateurs en mélangeant les manières de faire de la musique. Avec en plus une composition, il y avait des acteurs qui portaient, des comédiens qui portaient, je crois, une licorne. Alors tout à fait, il y avait une licorne géante, c'était un peu le moment surprise du spectacle. On avait le chœur qui arrivait dans la salle en portant une licorne immense qui prenait toute la place dans la salle et qui traversait le public. Les gens se poussaient comme ça pour laisser passer la licorne qui était amenée sur scène et qu'on allait célébrer, qu'on allait fêter comme voilà notre déesse créature fantastique pour le grand final du spectacle. C'est vrai que c'était très impressionnant pour avoir assisté, parce qu'on était assis par terre sur des tapis, et donc ça cassait complètement les codes habituels des philharmonies, des grandes salles de concert. Finalement, on est assis dans sa chaise, on a un point de vue bien précis sur la scène ou sur l'orchestre. Et donc là, tous les sens étaient en éveil. Et donc c'est déjà le matin, c'était l'éveil à la fois de la musique, du thème, mais aussi l'éveil des sens. Finalement, l'audition était complètement sollicitée et c'était quelque chose d'assez, enfin, pas que l'audition, la vue aussi, et tout se réunissait. C'était très intéressant. J'aimerais vous poser une question de Gohar.
Une question plutôt, encore une fois, sur le milieu de la musique. Elle remarque que la plupart du temps, les chefs d'orchestre sont davantage des hommes que des femmes. Et elle vous demande, Maxime, pourquoi pensez-vous que ce déséquilibre entre les sexes existe dans le domaine de la musique? Alors, oui, oui, c'est une question très, très juste et sur laquelle je pense les institutions se penchent de manière très sérieuse depuis maintenant quelques années, on le voit. Mais effectivement, dans le monde des chefs d'orchestre, il y a très, très peu de femmes et ce sont de manière écrasante des hommes. C'est le cas aussi, il faut savoir, pour la composition où les compositrices sont vraiment beaucoup moins représentées que les compositeurs. Mais il est vrai que, en tout cas, pour ce qui est du chef d'orchestre, les hommes sont majoritaires de manière écrasante. Alors, c'est un déséquilibre fort qui existe bien sûr dans tous les domaines de la société, puisque à tous les postes de pouvoir, on a toujours encore aujourd'hui malheureusement ce déséquilibre et on a toujours plus d'hommes dans les postes de pouvoir que les femmes. Et donc ça vient du fait que le chef d'orchestre au XXe siècle a été un rôle et un poste très autoritaire et un poste de pouvoir. C'était vraiment vraiment ça qui s'est développé avec toute l'institution, voilà, l'institution symphonique au XXe siècle. Et donc, il y avait très peu de femmes, comme il y en avait très peu dans les autres domaines au XXe siècle et encore aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui tend à essayer de se corriger. Notamment, voilà, pour vous donner un exemple, moi je participe en tant que jury à un concours de direction d'orchestre réservé aux femmes, justement pour que les femmes puissent, on vous parlait au début des concours de direction d'orchestre qui propulsent comme ça les chefs pour pouvoir faire démarrer leur carrière. Bah voilà, il y a ce concours de direction qui s'appelle la Maestra, qui est organisé par une chef d'orchestre française qui s'appelle Claire Gibault et en partenariat avec la Philharmonie de Paris, et dont l'idée c'est du coup de réserver un concours de direction d'orchestre aux femmes pour pouvoir être sûr que on va stimuler l'idée qu'on va pouvoir aider un début de carrière d'une jeune chef d'orchestre au niveau international. Mais c'est évidemment très problématique. Et pour répondre peut-être plus concrètement à votre question de pourquoi en fait c'est comme ça aujourd'hui, il faut savoir quand même que le monde de la musique classique, le monde institutionnel de la musique classique est un monde très ancien. C'est un monde très ancien qui est très institutionnalisé. Ça veut dire que les orchestres symphoniques, les opéras, les festivals sont des institutions. Ça veut dire que ils sont organisés pour reproduire un modèle comme ça. Et donc, les modèles qu'on reproduit dans les institutions sont des modèles très anciens, des modèles de société différents de ceux qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, notamment sur la question de la parité femmes-hommes. Et donc, c'est pas évident pour les institutions de pouvoir faire évoluer ce sujet-là, mais c'est un sujet évidemment primordial et on essaie tous autant qu'on peut dans le monde de la musique de faire évoluer ça. Mais c'est vrai que nous, également à l'ambassade de France au Kazakhstan, dans Sultan, nous avons organisé une projection sur les femmes chefs cuisiniers. Et de la même façon, ça rejoint effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un domaine très traditionnel, très ancien en France, la haute gastronomie française. Et donc, c'est un domaine qui est plutôt masculin, surtout dans le poste de chef, qui nécessite également de l'autorité et puis une forme de tradition, de cooptation. On l'a vu aussi avec le titre de meilleur ouvrier de France, qui est plutôt consacré à des hommes qu'à des femmes. Et donc après, c'est à chacun de voir comment est-ce que on peut améliorer ça avec des politiques publiques ou avec des actions concrètes des institutions culturelles. Et justement, au sein même du balcon, est-ce que c'est une, un sujet qui vous tient à cœur lors du recrutement également des musiciens, d'essayer d'avoir une forme de parité, de laisser aussi plus de chance à des femmes de pouvoir avoir des rôles, voilà, Alors, c'est une question complexe parce que, évidemment, sur la question nous, on a une parité
assez évidente, enfin assez naturelle au balcon pour ce qui concerne les interprètes, c'est-à-dire les chanteurs, les instrumentistes, les danseurs. Bon là, la parité, elle s'exprime aujourd'hui très naturellement dans ce domaine-là. Là où c'est très difficile, c'est sur la question du répertoire. C'est-à-dire les compositeurs qu'on joue sont vraiment quasi exclusivement des hommes. Là, je parle au balcon, mais je parle vraiment partout dans le monde de la musique. Même si au balcon, donc nous, on prend en résidence, on fait attention à ça, on essaye de vraiment avancer sur ça, on prend des compositrices en résidence, on essaye de jouer la musique des jeunes compositrices. En fait, ce qui est compliqué dans le monde de la musique écrite, c'est que la musique écrite, la musique classique, elle a commencé à s'écrire à la fin disons, du XVIIIe siècle. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'on a commencé à rejouer les partitions écrites par les compositeurs. Donc, du coup, tout l'environnement qu'on connaît aujourd'hui est construit sur un répertoire qui va globalement de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire, on joue aujourd'hui, quand vous allez dans une salle de concert aujourd'hui, quand vous allez dans un opéra, quand vous allez dans un festival, à part si vous allez entendre un peu de musique contemporaine, un peu récente, ou peut-être un peu de musique ancienne ou un peu de musique du Moyen-Âge, mais globalement, partout où vous allez aller, vous allez entendre déjà de manière écrasante de la musique du 19e siècle et plus largement de la musique écrite depuis la période classique, c'est-à-dire la période de Mozart, jusqu'aux compositeurs de la première moitié du XXe siècle. Et il se trouve que la société dans laquelle ont évolué tous ces compositeurs était une société qui était construite les déséquilibres en matière de parité qu'on connaît. Et donc, toute la musique produite à ce moment-là est produite principalement par les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de compositrices, il y en a beaucoup. On fait beaucoup d'efforts en ce moment à plein d'endroits pour les redécouvrir, puisqu'elles étaient évidemment mises un peu sur le côté. Ça n'empêche pas que, en fait, toute la musique écrite l'est principalement par des hommes. Donc, à partir du moment, en fait, où on joue de la musique écrite, en fait, on va jouer de la musique écrite par des hommes. Donc, par nature, les modèles dans lesquels on évolue sont des modèles qui sont déséquilibrés. Donc, c'est vraiment très difficile de travailler sur ça, mais évidemment, nos générations font avancer ça, font progresser ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que en fait, si on voulait vraiment une parité totale, par exemple dans le monde des chefs, pour ce qui concerne les chefs d'orchestre, une parité totale pour ce qui concerne les compositeurs, il faudrait vraiment faire un peu table rase de tout ce qui existe, parce que tant qu'on veut écouter la musique de Beethoven, de Schumann, de Brahms, de Dvorak, de Tchaïkovski, vous voyez, de Rimsky-Korsakov, en fait, toute cette période-là, en fait, dans toute cette période-là, la production musicale est celle des hommes, malheureusement. Ou heureusement, comme vous voulez. En tout cas, pour nous, c'est malheureusement, pour notre génération. Et en fait, tant qu'on veut ça, en fait, on vit dans un monde déséquilibré. Donc, si on voulait qu'il y ait une parité totale, il faudrait que on change de répertoire et qu'on parte de zéro pour ce qui est de l'interprétation et du répertoire. C'est-à-dire que partir sur un répertoire complètement nouveau qui serait écrit par des hommes aussi bien que par des femmes. Et donner plus de moyens également à la création actuelle musicale. C'est-à-dire que, oui, mais le truc, c'est que comme la création aujourd'hui, elle est aussi complètement liée aux institutions qui, elles, sont construites pour renouveler des modèles qui sont ceux du 19e siècle, du coup, en fait, on n'en sort pas. Donc, c'est une question très compliquée, mais en tout cas, pour donner un peu un sentiment, un résumé de tout ça, mon sentiment, c'est que évidemment, il faut que la parité soit un objectif sur le plan de la composition et de l'interprétation, mais aussi bien que dans tous les domaines. Et donc, voilà, il faut essayer d'avoir ça en tête. Moi, j'y suis sensible
et je fais ce que je peux pour ça en tout cas. Ouais. Pour rebondir sur l'évocation des compositeurs, MGA vous demande de quel compositeur français vous sentez-vous le plus proche? De quel compositeur français? Alors ça c'est difficile. Euh, et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire le plus proche? Mais C'est celui qui vous touche le plus par sa démarche? non, mais je vais jouer le jeu. Je pense que je vais vous donner deux réponses. Le compositeur français dont je suis le plus proche émotionnellement, c'est vraiment Claude Debussy, qui est l'un des compositeurs que je dirige le plus et dont le langage me procure le plus d'émotions. Je trouve que c'est une musique d'une profondeur et d'une richesse incroyable. Euh, il y a une imagination matérielle chez Debussy qui me fascine et qui m'emporte complètement. Une imagination matérielle, ça veut dire une imagination concernant l'eau, une imagination concernant l'air, même une imagination concernant la terre, concernant le feu, concernant la matière en général, une imagination de la matière qui est d'une profondeur incroyable chez Debussy. Donc Debussy, c'est le compositeur qui me marque le plus à ce niveau-là. Mais pour prendre un autre sens de la question, le compositeur français dont je me sens le plus proche, il y a deux compositeurs français vivants dont je me sens vraiment très proche humainement, qui sont Michael Levinas, qui était mon professeur au conservatoire et qui est un compositeur extraordinaire et donc dont je suis très très proche musicalement, et Arthur Lavandier, qui est un des compositeurs un de mes amis, en fait, des compositeurs qui fait partie de mon environnement avec lequel j'ai créé le balcon et dont je suis très très proche artistiquement et humainement, on s'accompagne l'un l'autre artistiquement depuis le tout début. Et donc voilà, je suis très proche je suis très proche de lui déjà sur le plan temporel puisqu'on a quasiment le même âge. Donc voilà, je suis très très proche de ces trois compositeurs. Alors, merci beaucoup, Maxime. J'ai une autre question. Dacel, je vais y répondre également parce que c'est une question qui peut être traitée par nous deux, je pense. C'est une question qu'elle précise qui n'est pas plaisante, mais qui est importante. Habituellement, les billets pour une place à la Philharmonie sont chers et vendus immédiatement. Il est donc difficile d'assister à un concert. Soit il faut avoir une certaine somme d'argent à pouvoir investir dans un billet de concert, soit il faut se battre pour être le premier à acheter le concert à bas prix. Que pensez-vous de cela? Est-il bon que ce domaine soit encore réservé à un cercle très restreint de personnes? Ah, Maxime, je vous laisse d'abord répondre et je répondrai après sur ce qui peut être mis en place en termes de politique dans les structures culturelles aujourd'hui. alors, c'est une question, je vais y répondre bien sûr, mais ce qui est un peu difficile, c'est que ça nécessiterait quand même d'expliquer bien comment ça fonctionne l'économie de la musique, notamment en France, puisqu'on donne l'exemple de la France, et pourquoi ça fonctionne comme ça. Il y a plein de raisons. Donc, bon, en tout cas, parce que je pense rentrer dans les détails techniques, c'est pas hyper passionnant. Mais évidemment, ce que vous soulevez est très juste. Donc, sur la question du montant des places, c'est pas, oui, on peut clairement dire que les places sont assez chères globalement et que ça reste du coup un, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à dire que c'est un produit de luxe, mais effectivement, les places coûtent cher. Alors, il faut dire, mais comme vous l'avez noté également, que comme il y a une politique publique très forte sur ce sujet-là, évidemment, les places, il y a beaucoup de places qui sont à des tarifs très, très faibles, notamment à la Philharmonie de Paris, à l'Opéra de Paris, dans les grandes institutions, là pour donner les exemples de Paris, hein, évidemment, il est possible de trouver des places à 5 euros ou 10 euros, c'est-à-dire qui sont, ça n'est pas rien, ça n'est pas la gratuité, mais ça reste évidemment des places beaucoup moins chères que les autres places. Mais ces places, il n'y en a pas beaucoup, comme vous l'avez dit. Voilà, donc il y en a pas beaucoup. Parfois, il faut se battre pour ça. Donc, évidemment, ça, tout le monde travaille dans l'idée, les institutions, de pouvoir
baisser toujours le prix des places, de faire en sorte que les places soient les moins chères possibles, de pouvoir avoir des places qui sont que les moins chères puissent vraiment être réservées aussi au public qui en ont besoin, de pouvoir les ouvrir le plus possible. Il y a des initiatives toujours importantes qui sont faites par les institutions. Donc ça, on peut dire que les institutions font vraiment, je pense, le plus qu'elles peuvent à ce niveau-là. Mais évidemment, ça reste quand même très cher parfois pour les places principales. Et donc ça, c'est lié au fait que l'économie de la musique aujourd'hui repose beaucoup sur le principe, du marché. Et donc, on a des institutions qui sont subventionnées principalement par l'État français, donc qui sont vraiment subventionnées massivement par l'État. Mais les dépenses artistiques sont souvent couvertes par les recettes propres, et les recettes propres sont en partie la billetterie. Dans des cas comme la Philharmonie, pour des cas comme la Philharmonie de Paris ou l'Opéra de Paris, la billetterie, ça représente vraiment beaucoup et ça représente une part structurante de leur budget. Les institutions travaillent toujours dans l'idée de pouvoir réduire cette part-là le plus possible pour que les places soient le moins chères possible. Donc, on reste en fait dans un système où la musique, ça coûte très très cher. Avoir un orchestre philharmonique sur scène de 80, 100, 120 personnes, ça coûte très cher. Faire un opéra avec 150, 200 artistes et techniciens, ça coûte très très cher. Faire un ballet avec 40 danseurs, ça coûte très très cher. Donc, Maxime, j'aimerais vous interrompre là-dessus parce que je pense que c'est intéressant d'avoir le regard de l'autre côté. C'est-à-dire que très souvent, quand on dit ça, on a le regard du client qui doit ouais. acheter son billet et donc forcément, on a le regard de celui qui se dit ça coûte cher. Et je pense que c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui pour nous expliquer aussi ce que ça signifie derrière le prix, le juste prix d'un billet, que c'est par exemple pour rémunérer correctement les costumières, les ingénieurs son, les musiciens, etc. Parce qu'il y a aussi ça qui est derrière, il y a le cachet qui en fait partie. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, moi, je suis pas, si vous voulez, moi, je suis pas une institution. Donc, en fait, Mhm. si vous me demandez, moi, je défends pas la logique de l'institution. Juste, j'explique comment ça fonctionne. Moi, si on me demande, est-ce que je trouve normal que les places soient à ce prix-là, en fait, moi, j'ai envie de répondre, moi, je préférerais que tout soit gratuit, en fait. Moi, je voudrais, en fait, d'ailleurs, moi, j'ai essayé le plus de fois que j'ai possible, pardon, le plus de fois possible dans des spectacles du balcon, d'essayer de faire des concerts gratuits. Moi, j'aimerais bien évidemment que les concerts soient gratuits. Le truc, c'est qu'effectivement, derrière l'institution, ça coûte très cher. Oui, il y a à l'opéra, c'est énorme en fait ce qu'il faut rémunérer. L'orchestre, les costumiers, les techniciens, les habilleurs, les ouvreurs, enfin, il y a tous les métiers du spectacle qui sont derrière, ça coûte. Et donc, voilà, c'est vraiment une économie globale sur laquelle il faut travailler. Est-ce qu'il faut vraiment, je pense que personne sera contre le fait de dire que les places, il faudrait qu'elles soient moins chères. Évidemment, tout le monde est d'accord avec ça. Les institutions sont les premières à être d'accord avec ça. Mais voilà, malheureusement, on est toujours dans un système un peu ancien voilà, avec des systèmes, des économies un peu à l'ancienne. Et donc, même si je pense que les institutions sont de très très bonne volonté à ce niveau-là, oui, effectivement, les places sont très très chères. Mais ça finance, comme vous l'avez mentionné, vraiment en petite partie ce qu'est un spectacle. Et c'est énorme, ouais, c'est énorme tout ce qu'il y a derrière, hein, tous les métiers de la musique, tous les techniciens derrière ne serait-ce que quand vous entendez un concert symphonique à la radio ou que vous voyez un concert symphonique à la télé, c'est énorme tout ce qu'il y a derrière en termes de technique, en termes de techniciens, de preneurs de son, de cadreurs. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, voilà, cet art-là coûte très cher. Et donc, malheureusement, à la fin, quand l'économie elle est mise en place autour de ça, on se retrouve à avoir effectivement des places assez élevées. Après, ce qui est vrai, ce que je voulais ajouter, et ce que vous avez déjà très bien dit, Maxime, c'est que en France, en tout cas, il y a des institutions culturelles publiques qui reçoivent des subventions de l'État, parfois qui correspondent à 60% de leur budget.
qui reçoivent aussi du mécénat. Et parmi les contreparties que leur demande l'État ou les mécènes, c'est de dire il faut libérer tant de places pour des jeunes publics ou pour des publics défavorisés ou pour différents publics. Et c'est très spécifique à la culture publique française. Il y a tout un historique là-dessus, une spécificité française de la subvention, de l'aide de l'État qui permet d'avoir des contreparties aussi pour libérer des places qui sont parfois peu chères. Mais après, bien sûr, la contrepartie, c'est qu'il faut se battre pour l'avoir en premier, ce que vous avez très bien dit effectivement à Celle. Mais c'est vrai que je pense que pour les Kazakhstanais, c'est particulièrement marquant parce que ici, une place pour l'opéra, par exemple, d'Astana, ça n'a pas du tout le même coût. Ça, voilà, qu'en France, oui. On peut, C'est-à-dire, on peut trouver une place à 10 euros. d'accord. Donc, il y a une logique qui peut être un petit peu, voilà, un peu différente par rapport au coût, mais bon, c'est lié à une autre histoire aussi, euh, notamment du spectacle vivant. J'ai une autre question de NG qui revient plutôt sur votre travail, Maxime. Vos interprétations musicales sont très intéressantes et sensuelles. Avez-vous déjà joué dans des lieux en plein air? Si oui, lesquels? Sinon, l'envisagez-vous prochainement? Bah, déjà, merci. Et puis, oui, le plein air, alors il se trouve que du coup, comme on diffuse le son, comme je vous l'ai dit avec le balcon, qu'on travaille sur des dispositifs de diffusion du son, bah, ça nous a amené à du coup déployer ça souvent dans les concerts en plein air. Donc, on l'a fait beaucoup en France, à l'étranger, de faire des concerts en plein air. Et donc, au balcon, c'est particulièrement adapté, le concert en plein air, puisque on peut faire entendre à tout le monde la musique très très bien. On peut, comme je disais au début, mettre l'auditeur au cœur du son, et donc ça marche très bien aussi en plein air. Donc, ouais, le plein air, c'est aussi quelque chose beaucoup au balcon, et que j'ai fait aussi beaucoup en orchestre symphonique. Alors avec l'orchestre symphonique, c'est pas évident puisque les instruments ne sont pas vraiment conçus pour être joués en plein air. Un orchestre symphonique, c'est pas trop fait pour jouer en plein air, donc quand c'est pas sonorisé, c'est un peu difficile, mais en tout cas ouais, ça marche bien. C'est Hector Berlioz décrit ça très bien. Il décrit que, le, la salle dans laquelle joue un orchestre, c'est vraiment un partenaire comme un partenaire de musique de chambre, et que sans ce partenaire-là, en fait, l'orchestre peut pas jouer. Un orchestre qu'on lâche comme ça à l'extérieur, il peut plus jouer. Il y a plus de son, il y a plus de vaisseau. Le son ne peut plus vivre à l'intérieur d'un vaisseau. Donc voilà, ça, c'est le propre de l'orchestre symphonique à l'extérieur. C'est pas évident. Mais maintenant, il y a beaucoup de concerts en extérieur qui sont sonorisés. Et donc, ouais, on fait ça beaucoup au balcon. C'est une de nos spécificités de jouer en plein air. Ouais. J'ai une autre question d'Alua qui est assez amusante. Elle nous demande pourquoi on dit que les Français n'aiment que le jazz. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est intéressant, je le découvre en fait, mais Alors, on dit ça au Kazakhstan? peut-être. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est. Parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu. Alors, moi, j'ai jamais entendu dire ça, mais que les Français n'aimaient que le jazz, mais par rapport à quelle autre musique, du coup? En tout cas, ce que je peux dire sur ça, c'est que je sais pas, je pense pas que les Français aiment que le jazz. En revanche, il est vrai que la France, mais comme beaucoup d'autres nations, a une histoire très particulière avec le jazz, et que le jazz, notamment le jazz dans les années 50 avait une place très forte en France. On a beaucoup d'interprètes comme Stéphane Grappelli, comme Django Reinhardt, qui ont été vraiment qui ont eu un rayonnement international très fort pour le jazz. Donc c'est sûr que la France fait partie des grandes nations du jazz. Donc c'est peut-être pour ça. Mais alors du coup, je ne sais pas trop par rapport à quelle musique est-ce que les Français préfèrent le jazz par rapport à la musique classique. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais merci pour la réflexion. Je vais y penser. J'ai une autre question pour vous, Maxime, de Jeannard, qui demande, bonjour, en ce qui concerne les femmes compositrices, est-ce que vous avez déjà joué les œuvres de euh, Fanny Mendelssohn ou Lily Boulanger? Alors,
Oui, alors Fanny Mendelssohn, je connais, enfin, j'ai pas trop joué, je connais bien sa musique, mais j'en ai pas trop dirigé parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dirigées, c'est plus de la musique de chambre. Et alors Lily Boulanger, c'est très intéressant parce que on parlait des exemples de femmes compositrices importantes. Lily Boulanger et sa sœur, bien sûr, Nadia Boulanger, qui ont eu un impact hyper fort. Alors, par exemple, pour parler, alors, Lily Boulanger, en fait, a une production assez mince, finalement, tandis que Nadia Boulanger a beaucoup écrit, mais surtout, Nadia Boulanger a été une une enseignante au Conservatoire de Paris, dans les classes, justement dans les grandes classes françaises dont je parlais tout à l'heure, et qui a eu un impact sur énormément de compositeurs qu'on connaît aujourd'hui. Et notamment, elle a eu une influence très forte sur Leonard Bernstein, sur George Benjamin, sur plein de gens, plein de compositeurs. Et elle a eu une influence peut-être aussi grande que quelqu'un comme Olivier Messiaen, qui était aussi professeur au Conservatoire de Paris. On parle beaucoup plus d'Olivier Messiaen que de Nadia Boulanger, mais voilà, leur influence a été du même ordre. Donc, oui, ce sont des compositrices que je connais, dont la production de musique dirigée, parce que du coup, euh, enfin voilà, le répertoire dirigé, il y a le répertoire de musique de chambre qui n'est pas dirigé, et puis le répertoire dirigé. Donc, le répertoire dirigé, il y a pas énormément de pièces, mais il y en a bien sûr. Et donc, oui, oui, ce sont des compositeurs, des compositrices sur lesquelles j'ai travaillé aussi, bien sûr. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions de francophones. Pour vous, Maxime, j'ai aimé regarder des pièces de musique contemporaine et des films d'opéra du balcon. Donc, je pense des extraits ou des captations vidéo. En tant que directeur musical, donnez-vous des avis sur la production. Sur la manière dont c'est produit, Je pense que c'est vous aussi qui dirigez, Maxime, en général, la mise en scène. vous pouvez me redire la question? Pardon. Non, mais je la retranscris en fait. J'ai aimé regarder des pièces de musique contemporaine et des films d'opéra du balcon. En tant que directeur musical, donnez-vous également des avis sur la production. Ah, pardon, oui, oui, pardon, j'avais pas bien compris. Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, alors ça, c'est une question très importante. Merci de la poser, puisque, en fait, le balcon est aussi producteur de ces spectacles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, à l'opéra, euh, le producteur du spectacle, c'est la maison d'opéra ou le festival qui produit un opéra. Produire un opéra, ça veut dire le financer et ça veut dire choisir tous les artistes qui vont y participer. Par exemple, dans une maison d'opéra, le directeur de l'opéra et le producteur de l'opéra, c'est lui qui finance l'opéra avec les moyens de production de la maison d'opéra, et il va choisir le chef d'orchestre, il va choisir le metteur en scène, il va choisir les chanteurs, et il va choisir l'orchestre. En l'occurrence, en général, l'orchestre est le cœur de sa maison. Mais il choisit les artistes. S'il veut décider d'inviter un autre orchestre, il peut. Il choisit les artistes avec lesquels il va réaliser l'opéra. Et il choisit quel opéra il va jouer. Au balcon, on produit nos spectacles. Ça veut dire que c'est nous, en tant qu'interprètes, qui réunissons les conditions pour pouvoir financer ça. On travaille aussi en coproduction avec les maisons d'opéra. C'est notamment le cas avec la Philharmonie de Paris, l'Opéra de Lille, l'Opéra Comique à Paris. Et donc, on réunit comme ça les moyens de production et on décide avec quel metteur en scène on va travailler, avec quel chanteur on va travailler. Et donc, dans ce cas-là, moi je me retrouve en tant que directeur musical du balcon, je suis à la fois chef d'orchestre et producteur. Donc, oui, je donne des avis sur la production puisque à la fois je dirige l'opéra, mais aussi je porte la production, c'est-à-dire que je fais pas ça tout seul, il y a toute une équipe au balcon qui fait ça, mais je vais du coup indiquer avec qui on va faire ça, avec quels artistes on va travailler et qu'est-ce que doit faire chaque artiste, quelle doit être sa place et son rôle dans le projet d'opéra. Donc oui, je donne des avis sur la production. Merci, Maxime. J'ai une question d'Axel Mugé, qui était notre deuxième invité des rencontres culturelles, qui nous D'accord. dit à quand un festival du balcon? Donc, est-ce que le balcon va peut-être produire son propre festival?
Alors, il se trouve qu'on a déjà fait fait plusieurs tentatives de festival. On a fait un festival au Théâtre de l'Athénée l'année dernière, à l'occasion des 10 ans du Balcon d'ailleurs. Mhm. Un festival dans lequel on jouait plusieurs opéras, plusieurs concerts. Il y avait même un spectacle avec des enfants. Il y avait une soirée d'anniversaire du Balcon. Donc, on a déjà organisé cette idée de festival. Et on a déjà effectivement aussi travaillé à l'idée de monter un festival d'opéra, le Balcon. Voilà, c'est quelque chose, c'est une idée qui est dans les tiroirs. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais effectivement, peut-être que un jour il y aura un festival de balcon. Mais il y en a déjà eu un à l'Athénée. Et puis maintenant, quand on travaille à Paris au théâtre de l'Athénée, on essaye quand on va, parce que c'est un lieu dans lequel on a grandi. Avec le balcon, on a fait toutes nos premières expériences théâtrales au théâtre de l'Athénée. Et quand on y retourne, on essaye d'y mener des expériences festivalières, voilà, d'essayer de faire plusieurs choses sous des espèces de petites formes de mini-festivals de balcon à chaque fois. Ça sera sûrement le cas la prochaine fois qu'on ira au Théâtre de l'Athénée, d'ailleurs, l'année prochaine. Donc, je vous invite à suivre ça. Et voilà, ouais, le festival de balcon, ça va revenir, ça devrait revenir bientôt. Justement, le Balcon est résident depuis 2013 du théâtre l'Athénée. Euh, J'avais une question là-dessus. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Kazakhstanais francophones ce que ça signifie d'être résident? Parce que le Balcon est résident du théâtre l'Athénée et vous-même, Maxime Pascal, vous êtes résident de la Fondation Polignac à Paris. Bien fait. Qu'est-ce que D'expliquer c'est qu'être la résident en tant que chef d'orchestre et compositeur, et qu'est-ce que c'est qu'être résident, qu'être un ensemble ou un orchestre résident? Tout à fait. Alors, donc déjà, en fait, le mot résidence, il peut vouloir dire beaucoup de choses très différentes. Hmm. Avec le balcon, et puis aussi moi en tant qu'artiste associé, nous sommes en résidence à la Fondation Singer-Polignac à Paris, qui est historiquement qui est un lieu dans lequel plein d'artistes et d'ensembles peuvent venir répéter, sont soutenus par la fondation. C'est notre lieu de répétition et donc c'est une fondation qui entretient le geste artistique de la princesse de Polignac, qui au début du XXe siècle était l'une des mécènes les plus importantes du monde musical. Donc, dans l'idée d'entretenir cette histoire-là, la Fondation aujourd'hui accueille des artistes en résidence, c'est-à-dire que les artistes peuvent venir répéter dans ces locaux. Donc, nous sommes en résidence à la Fondation Singer-Polignac, ça veut dire qu'on peut aller répéter là-bas, c'est notre lieu de répétition. Nous sommes aussi, depuis un moment, résidents au théâtre de l'Athénée, où là, la résidence, elle s'exprime plus dans l'idée d'un partenariat artistique puisque le théâtre de l'Athénée, c'est un lieu dans lequel on a fait beaucoup de spectacles, dans lequel on continue à en faire, et où on se met d'accord, où on conçoit ensemble avec le directeur du théâtre, Patrice Martinet, quelles expériences on voudrait mener là-bas. Et il nous laisse aussi beaucoup de liberté. Donc, la résidence, ça signifie au théâtre de l'Athénée un compagnonnage artistique. Il y a l'idée que le théâtre de l'Athénée et le balcon vont faire un chemin ensemble pour voilà, construire un projet artistique à long terme. Ensuite, on a été en résidence, notamment par exemple au Festival de Saint-Denis, donc dans la basilique de Saint-Denis à Paris, justement à Saint-Denis, à côté de Paris. Et donc, où là, on a fait tout un tas d'actions pour les enfants dans les quartiers autour de Saint-Denis, dans les écoles. La résidence du balcon, ça voulait dire un accueil du balcon pour jouer un peu partout à Saint-Denis, voilà, autour de la basilique, dans cette zone-là. Voilà, donc il y a tout un tas, on a été en résidence aussi avec le balcon dans d'autres lieux. Donc voilà, la résidence, ça peut vouloir dire plein de choses très différentes. Soit un soutien financier, soit une coproduction, soit aussi une carte blanche pour des créations musicales, donc un certain nombre de choses. En Hmm. gros, ce qu'il faut dire, quand il y a résidence, ça veut dire qu'il y a un projet artistique commun, qu'il y a l'idée de faire un bout de chemin artistique ensemble, entre un lieu et des artistes. En général, c'est ça une résidence. J'ai également une question de Goar. Quand vous dirigez l'orchestre sur place pendant un concert, à quoi pensez-vous?
Alors, ça, c'est une question magnifique parce que vous savez, quand on fait de la musique, on écoute. Et quand on écoute, on ne pense pas. Et vous remarquerez que quand vous essayez d'écouter quelque chose, d'écouter profondément, c'est-à-dire de ressentir ce qu'un son évoque en vous, la manière dont un son résonne en vous, quelles sont les émotions, quels sont les souvenirs, quelles sont les sensations que ça vous procure. L'acte profond d'écouter, euh, si vous pensez, bah, vous n'écoutez pas. Quand on pense, on n'écoute pas. Donc moi, quand je dirige, bah, je ne pense pas. Et il ne faut pas que je pense. Parce que je dois être que dans un état d'écoute profond qui se rapproche un peu des expériences de méditation pour ceux qui ont un peu, approché ça. Et donc faire de la musique, étudier de la musique, c'est voilà, c'est se mettre dans des actions d'écoute profondes qui sont dans des eaux différentes de celles de la pensée. Donc en fait, à quoi pensez-vous? Je ne pense pas, j'écoute. En tout cas, C'est j'essaie. Mais une- parfois, je ne peux pas empêcher certaines pensées qui me viennent. Ça, c'est vrai. Mais si elles me viennent, à ce moment-là, j'écoute plus. Donc, j'essaie d'être vraiment dans l'écoute pure. C'est une très belle réponse, Maxime. Nous avons un ajout de conducteur qui nous dit, concernant les préférences des Français, que Laurent Petit-Girard avait indiqué dans son discours à l'Institut de France que le rap était devenu le genre préféré des Français. Je pense qu'effectivement, c'est pour illustrer le fait que les Français, je pense, ont plein de genres préférés et qu'en fonction des cibles, des périodes, des moments, on va peut-être déterminer un genre préféré. Mais voilà, je pense quand même que la musique classique a une part aussi importante, enfin, si ce n'est primordiale dans la culture française. Moi, je tiens à dire que j'aime beaucoup le rap, que j'en écoute beaucoup et que j'en ai beaucoup écouté. Donc, vous voyez, c'est pas incompatible, hein. Alors, je vais laisser la parole à Artyom qui veut vous poser directement sa question. Oui. Alors, moi, j'entends rien. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Artyom, vous nous entendez? Je suis dans un état d'écoute profond pour pouvoir recevoir la question. Mais Peut-être qu'il y a eu un problème avec sa connexion. En tout cas, je vais vous la poser. Cher ouais. Maxime, pouvez-vous énumérer des œuvres musicales classiques que vous trouvez intéressantes et importantes en cette période pour ceux qui seraient stressés du fait de la quarantaine? Alors, vous voulez que je vous donne une playlist de confinement? Voilà, on va essayer d'en sortir un peu. Mais alors, qu'est-ce que je peux vous recommander? Qu'est-ce que je peux vous recommander? Moi, je vous recommanderais. Alors, je n'ai pas préparé ça là. Il faut que je pense que évidemment, évidemment qu'il faut réécouter La Mer de Claude Debussy. Il faut réécouter La Mer de Claude Debussy en essayant d'être sensible à l'idée du mouvement et d'écouter, de pas écouter la mélodie, de pas être voilà, mais de se laisser imprégner par les mouvements du son qui sont du coup des mouvements du vent, les mouvements du son qui sont les mouvements de l'eau, et d'écouter dans la mer, d'écouter les moments de la journée. Parce que le premier mouvement, par exemple, s'appelle De l'aube à midi sur la mer. Et ça commence, on est à l'aube, et puis au bout d'un moment, on est au moment où le soleil est à son zénith. Et ça, on l'entend. Si vous écoutez bien, on entend l'aube au matin, on entend l'éveil de l'eau, on entend l'éveil de la nature, on entend l'éveil du vent. Et on va entendre petit à petit, et on va entendre l'apothéose zénithale. On va entendre l'apothéose du soleil à son zénith. On va entendre l'air
l'air qui se chauffe, l'air qui se réchauffe dans la mer. Et donc, ouais, il y a beaucoup de choses de ce genre-là à écouter. Donc, moi, je vous conseillerais d'écouter la mer, vraiment. Et puis, alors, il y a des très belles choses à écouter en cette période de confinement. Moi, je vous conseille d'écouter deux œuvres. Une œuvre maintenant, qui est le Chant de la Terre de Gustav Mahler, puisque le Chant de la Terre est une œuvre pour orchestre et deux voix, donc il y a un ténor et une voix d'alto. Et le Chant de la Terre, donc c'est une œuvre qui utilise des textes très anciens du 8e siècle, des textes chinois du 8e siècle. Et à la fin du Chant de la Terre, il est dit que parce que bon, je vous raconte l'histoire un peu à la fin du Chant de la Terre, on a le personnage qui est au milieu des montagnes, qui attend son ami. Il est tout seul au milieu des montagnes. Son ami arrive et son ami lui dit qu'il doit partir, que c'est ainsi et il faut qu'il parte. Et son ami part et il lui dit, je vais partir, tu vas être très triste, mais sache que, et ça se finit comme ça, le Chant de la Terre, sache que le printemps reviendra toujours, l'herbe, la nature reverdira toujours, elle refleurira toujours, pour toujours et toujours et toujours et toujours. Et ça se finit comme ça, avec ce mot ewig en allemand, toujours, toujours, toujours. Cette nature, ce soleil qui reviendra, c'est vraiment après la pluie, le beau temps, après la période difficile, la lumière reviendra pour toujours et toujours et toujours. Donc ça, vous pouvez écouter ça maintenant. Et du coup, quand ça ira mieux, quand vous sentirez que ben vous arrivez à sortir du confinement, que vous arrivez à retrouver le contact social, le contact avec la vie, quand vous sentez que ça repart, ben vous pouvez écouter une autre œuvre de Mahler, qui est la deuxième symphonie, qui est nommée Résurrection, et qui est une symphonie dans laquelle que Mahler a mis des années à écrire. Il était complètement bloqué, il était complètement dans le trou, il n'arrivait pas à terminer sa symphonie. Et puis un jour, il a entendu un chœur d'enfant dans une église et ça l'a complètement débloqué et ça a été une résurrection pour lui. Et tout son blocage artistique, tout ce qui était enfoui en lui et qui n'arrivait pas à sortir, a jailli d'un coup pour écrire ce final extraordinaire de la deuxième symphonie de Mahler. Donc voilà, dès que vous sentez que ça repart, voilà, résurrection de Mahler. Voilà. Si vous écoutez La Mer, le Chant de la Terre et la symphonie Résurrection de Mahler, déjà vous avez de beaux moments d'écoute devant vous, je crois. Merci beaucoup, Maxime. Artyom s'est reconnecté, donc elle vous remercie. Je vous en prie. Alors, toujours sur le thème du confinement, une question plus personnelle. Alors, c'est une question un peu longue, je vais la résumer rapidement, mais elle reprend, c'est d'Assel, toujours, qui vous avait posé une question au début. Elle vous dit merci déjà pour votre première réponse, et elle vous indique le 1er janvier, vous avez souhaité la bonne année à tout le monde, et en indiquant à tout le monde de rester éveillé et ébloui par notre monde. En 2020 et au-delà, comme nous l'avons toujours été. 2 mois plus tard, vous avez écrit que vos concerts étaient annulés et que Je peux la lire sinon, hein, si vous me l'envoyez. et que vous enfin, et que vous avez travaillé dans, mais ça, je remonte un peu parce qu'il y a eu beaucoup de questions encore après, que vous avez travaillé dans les vignes de votre père, c'est ça? C'est tout à fait juste. Je vois que Et c'est qui suit beaucoup mon activité, hein. c'est une Kazakhstanaise. Et maintenant, après 2 mois encore, que pouvez-vous nous dire? Comment avez-vous réussi à survivre à ce confinement et quelles leçons en avez-vous tirées personnellement? Alors, bah, déjà, merci beaucoup de suivre de cet intérêt pour mon activité et mon travail. Ça me touche vraiment beaucoup d'entendre ça. Euh, alors, ce que je peux dire, c'est que cette période-là a été un grand moment d'introspection, bien sûr, d'écoute du monde qui change, de réflexion, un grand moment d'étude, un grand moment de travail. Mais ce que je voudrais dire, c'est que
je vais vous redire un peu ce que je vous avais dit d'ailleurs au début de l'année, puisque effectivement, je souhaitais à tout le monde, à tout le monde une année 2020 pleine d'émerveillement et de curiosité, mais l'émerveillement de l'enfance, l'émerveillement d'un enfant qui découvre le monde. Eh bien, écoutez, en ce moment, je vais vous dire, moi, j'essaye de garder cet émerveillement et cette curiosité pour euh, toute cette situation pleine d'inconnus. Et je pourrais vous dire deux choses. Déjà, vous dire que alors, il y a ces mots de, mais alors je crois que c'est Verlaine, mais je suis pas sûr, mais en gros, qui disait euh, une plongée dans l'inconnu pour y découvrir des trésors. Donc on vit absolument en ce moment une plongée dans l'inconnu et on doit y trouver du nouveau. En fait, on est dans une plongée dans l'inconnu et il faut être curieux à ce moment-là des trésors qu'on va trouver dans cette plongée, du renouveau qu'on va pouvoir y trouver. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler le futur. Pour les artistes, comme pour tout le monde, il y a quand même un caractère incertain, absolument implacable. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on va pouvoir refaire de la musique en live, pouvoir retrouver le contact avec le public. Mais le futur, il est incertain, mais il est radieux. Il est toujours radieux si on est curieux de ce qui va être. Donc, appréhendons le futur comme un objet et un élément radieux. Voilà, c'est ça le Merci, concept. Maxime. J'ai retrouvé la citation qui est en fait de Charles Baudelaire que nous avons présentée la semaine dernière Ah, c'est lors beau. du marathon littéraire. Allons au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et je trouve que Allons, c'est un beau lien parce que jeudi, on en a parlé. Et là, tu nous cites de nouveau Baudelaire. Donc, c'est un beau. c'est Baudelaire. Et allons au fond de l'inconnu pour y trouver du nouveau. Et j'ai vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'entends allons, plongeons dans l'inconnu, Hmm, plongeons dans cette eau pour y trouver des trésors. Il y a vraiment l'idée de cette plongée dans une fosse marine dans laquelle on n'est jamais allé. Et il y a forcément des trésors. Et il y a forcément des monstres. hmm. Il y a forcément des monstres et des trésors dans cette fosse marine inexplorée, mais il faut aller les apprivoiser, il faut aller les rencontrer, et il faut être curieux et émerveillé de ça. Alors, je vais vous présenter une autre question encore de Jeannard. Comment le balcon travaille pendant cette période de confinement? Est-ce que vous répétez, est-ce que vous utilisez beaucoup Internet et des moyens numériques? Et enfin, quel avenir vous attend, ainsi que les musiciens, pour les saisons 2020-2021? Alors, plusieurs choses à dire rapidement. Du coup, on travaille beaucoup avec le balcon puisque on a, avec tout ce lot de choses annulées, on a beaucoup de choses qui sont en train de s'organiser. Et notamment, on devrait, alors bon, vous imaginez bien, la situation n'est pas simple en ce moment, mais on devrait faire notre premier concert en live, sans public, le 27 mai. Le 27 mai sur le site medici.tv, en partenariat avec la Fondation Saint-Gé-Polignac. Donc, on devrait faire normalement là notre premier concert en stream sans public avec le balcon. Donc on travaille beaucoup pour préparer ça et on en prépare beaucoup d'autres puisqu'on a beaucoup de projets qui sont nés en fait finalement de cette crise. Donc en fait la crise sanitaire annule plein de choses, mais finalement pour le balcon en fait naître plein d'autres. Ça, c'est une chose. J'ai étudié la composition. Je composais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, mais non, j'ai complètement arrêté de composer. C'est pas mon truc. Et mon truc, c'est vraiment juste la direction. Vraiment, ouais, je fais que ça. Je compose pas en fait. C'est pas mon truc. Alors, je vais vous lire un message d'Archal Choukla. Oui. Cher Maxime, c'est un grand plaisir d'assister à cette conférence dans un pays comme l'Inde, où l'on ne s'est pas trop exposé à la musique contemporaine ou parfois même la musique classique. Si le balcon allait faire un concert en Inde, quel répertoire ou quel genre de création envisageriez-vous?
en intégrant les éléments pluridisciplinaires, visuels, parties électroniques, spatialisation, pour ouvrir l'esprit et les oreilles des publics indiens vers la musique contemporaine. Merci. Alors, merci beaucoup déjà pour votre commentaire et puis merci pour cette question qui est passionnante pour une raison simple, c'est que la deuxième moitié, surtout la fin du XXe siècle en Europe, pour les compositeurs, est très très marquée par les influences indiennes et asiatiques globalement. C'est-à-dire que la rencontre des compositeurs avec l'Orient, qui démarre avec Messiaen, Debussy, qui s'intéresse à l'Asie un peu en général, euh, prend une dimension mystique, musicale et émotionnelle d'une profondeur extraordinaire à la fin du XXe siècle, avec des compositeurs comme Stockhausen, dont on a parlé, mais surtout comme Gérard Griset, qui est un compositeur français, et Jonathan Harvey, qui est un compositeur anglais. Ces compositeurs-là ont été très marqués par les textes indiens, par le Rig Veda. Stockhausen a été bouleversé, a changé d'écriture en lisant les écrits sur Aurobindo. Enfin, c'est donc des gens qui sont très très marqués par ça. Stockhausen a même intégré le kathakali, les mudras, tout un tas d'éléments qu'il a découvert pas qu'en Inde d'ailleurs, mais dans ses voyages dans ces régions-là. Et donc, je pense que si j'allais jouer en Inde, j'aimerais bien trouver quels sont les ponts qui existent, montrer un peu au public indien de quelle manière leur tradition, leur nation, leur langage, leur civilisation a influencé la musique française, la musique européenne, occidentale. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup faire ça. Et j'avais même réfléchi à un moment à l'idée de faire un concert indien avec le balcon où justement on inviterait aussi des musiciens traditionnels pour justement faire entendre aussi au public européen comment dire, ouais, les ponts qui existent entre la musique traditionnelle indienne et les musiques européennes. Merci Maxime. Alors, j'ai perdu les dernières questions avec avec le bug technique, mais n'hésitez pas à les reposer ou les poser à l'oral. Nous avons également parmi nous Madame Laure Castin, conseillère de coopération et d'action culturelle. Laure, n'hésitez pas à poser une question en activant votre micro. Je voudrais dire que vraiment, je suis vraiment très très touché de voir à quel point il y avait dans ces questions déjà les questions étaient vraiment toutes d'une sensibilité rare, et puis de voir à quel point il y avait certaines personnes qui suivent mon travail, le travail du balcon depuis les régions dont vous écrivez. C'est extrêmement touchant, extrêmement inspirant et extrêmement encourageant pour tout ce qu'on fait. Pour tout ce qu'on fait. Donc voilà, je voulais déjà vous remercier beaucoup, beaucoup de toutes ces questions et de cet intérêt qui déjà prévalait à notre rencontre d'aujourd'hui, hein. Effectivement, bah, nous avions beaucoup communiqué sur le balcon déjà depuis octobre de l'année dernière, Oui, lors de la présentation de la programmation. Et puis, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une visibilité avec tous les acteurs d'Asie centrale, les acteurs culturels qui ont décidé de relayer l'annonce. Et donc, je pense que beaucoup se sont renseignés effectivement sur le balcon aussi notamment, et puis d'autres connaissaient déjà, je pense. mais on va venir vous jouer la symphonie fantastique un jour là. Ça va vous plaire. Alors, Zana, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Merci pour les réponses. Beaucoup de succès dans votre futur travail. Ah, merci, c'est vraiment adorable, hein. Merci beaucoup pour vos messages, hein. Ça me touche énormément. Donc, il y a beaucoup de messages effectivement pour vous. Très belle émission.
Merci à tous. Certains se réjouissent de la symphonie fantastique au Kazakhstan, donc il va falloir venir. Dites en commentaire si vous voulez qu'on vienne vous jouer la symphonie fantastique du balcon, qui est vraiment un objet un peu monstrueux et incroyable. Enfin, en tout cas, nous avons des réponses sur le sujet. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette rencontre culturelle consacrée à Maxime Pascal et au balcon. Un grand merci aux partenaires qui ont relayé l'information, aux ambassades, aux alliances françaises. Merci à vous, Maxime, pour ce temps consacré et puis ces réponses précises et, euh, et puis qui ont beaucoup plu. Voilà. Donc, merci à tous. Je suis vraiment très très heureux, hein. Merci, merci vraiment à tous. C'est magnifique de pouvoir échanger comme ça avec tout le monde. Bon, et puis pour les participants, n'hésitez pas à suivre l'actualité culturelle du réseau, notamment sur la page Instagram d'AF Astana. Donc nous avons tous les jeudis un marathon littéraire. Le jeudi dernier était consacré à Baudelaire. Jeudi suivant sera consacré à la poésie féminine. Donc dès ce soir, vous pourrez voter entre Louise Labbé ou Anna de Noailles pour le thème de la prochaine, de la prochaine session du marathon littéraire. Et le week-end prochain, je serai ravi de vous présenter Madame Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, qui viendra vous parler de son parcours en tant qu'ambassadrice, également vous présenter les missions de l'UNESCO actuellement et les missions d'un ambassadeur, d'une ambassadrice en l'occurrence, auprès d'une structure comme l'UNESCO. Je vous remercie à tous. Très bonne soirée à vous. Merci Maxime. Au revoir. Au Paca. revoir. Non, Пока-пока. Пока. Merci à tous. N'hésitez pas à suivre notre actualité culturelle où que vous soyez, soit via l'AF de proximité, l'Alliance française de proximité, soit également sur l'Instagram d'AF Astana qui co-organise avec l'ambassade de France au Kazakhstan ces rencontres culturelles. Et je vous attends nombreux la semaine prochaine pour rencontrer l'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO et parler de patrimoine, patrimoine culturel, patrimoine naturel. Au Kazakhstan notamment et en Asie centrale, il y a des sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Elle pourra vous parler voilà, des missions de l'UNESCO, du classement des sites historiques et puis vous parler également de comment est-ce qu'elle est devenue ambassadrice. Voilà, puisqu'on a eu de nombreuses questions sur la place des femmes parmi les dirigeants de structures et d'orchestres, d'ensembles musicaux. Nous aurons un exemple voilà, d'une femme qui a un parcours de dirigeante dans la diplomatie française. Merci à tous.